Salut tout le monde! Pour amorcer la Coupe du Monde qui arrive prochainement, j'ai pris la démarche d'interroger des fans des équipes participantes à l'événement. Du jour à suivre au parcours de qualification, ces analyses se veulent les plus exhaustives possibles. 20 ans plus tard, la République tchèque est de retour à la Coupe du Monde. Pour Cyprien, qui vit au pays depuis 3 ans, la qualification fut vue comme une surprise. Et si la génération dorée est aujourd'hui lointaine, le pays jouera sa chance. Bonne écoute à vous. Bonjour, salut à toi et merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, salut, bah c'est avec plaisir pour que j'ai fait cette interview-là. Donc moi c'est Cyprien, je suis un des deux CM qui s'occupe du compte Checky Foot sur X, anciennement Twitter. Et donc là où on parle de football tchèque, sélection, championnat, etc., supporterisme. Et moi personnellement, ça fait 3 ans que j'habite en République tchèque, donc je vais voir des matchs, plus d'une centaine de matchs par saison ici, etc. Donc Ok, ok. Je pensais que tu as des origines tchèques ou quelque chose comme ça qui pourrait expliquer un peu cette pas du passion tout. pour la République tchèque. Donc C'est vraiment le fait d'y vivre là-bas ouais. qui t'a donné un peu cette envie de partager, entre guillemets, ce que tu peux vivre sur place. Ouais, c'est ça en fait, apprendre à connaître. J'ai mis peut-être une saison à bien appréhender le football tchèque, etc. Puis vu que j'avais déjà un ami voilà qui avait déjà un compte sur le football tchèque, je l'ai rejoint dessus avec les connaissances que j'avais emmagasinées sur place. Ok, ok. J'ai envie de commencer cette interview avec un petit, en bref, du historique de la République tchèque en Coupe du Monde, même si l'indépendance de la République tchèque, c'est au début des années 90. Il y a aussi eu un grand parcours avec la Tchécoslovaquie avant, avec des grands parcours en Coupe du Monde, dont une finale, si je dis pas de bêtises, Ouais, en 1934, perdue contre l'Italie, et aussi d'autres épopées peut-être un peu plus espacées dans l'histoire. ouais. Mais donc c'est vrai que en termes de disons d'exploits qui a été réalisé, la Tchécoslovaquie a fait plus de grandes choses, mais parce que c'était une période de temps aussi qui était bien plus grande. C'est vrai que là, ça fait l'indépendance, c'est 93, donc depuis, il a fallu quand même, il y a eu la séparation avec la Slovaquie, etc. Donc chaque fédération aussi a dû repartir un peu de zéro. Donc Hmm. il y a aussi Oui, ça. et Donc oui, et dans les équipes tchécoslovaques, c'était assez partagé, entre guillemets. Il n'y avait pas 90% de joueurs tchèques, 10% de slovaques. alors quand même, il y avait plus de joueurs tchèques quand même parce que ça tournait quand même beaucoup autour de Prague hein, quand il y avait la Tchécoslovaquie, etc. Yeah. C'était même le plus grand stade du pays, c'était à Brno aussi. Donc tu as beaucoup de joueurs qui jouaient dans les clubs de Prague, que ce soit Slavia, que ce soit le Dukla aussi, vu qu'il était possédé par l'armée, etc. à l'époque. Et donc tous les joueurs étaient obligés de faire leur service militaire là-bas et donc ils étaient réquisitionnés pour jouer avec l'équipe. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, beaucoup derrière ont repris la nationalité tchèque. Mais disons que la fédération était commune, par contre. Elle. Ouais. Mais l'indépendance que tu disais est en 93, et bon, là, c'est pas la Coupe du Monde, mais la République tchèque fait parler d'elle très tôt après son indépendance, avec notamment une finale d'Euro 96. Ouais. Alors, c'est vrai que, bah, alors, j'étais pas né à cette époque-là, tu t'en doutes. Oui. Mais ouais, et c'est aussi dû à cette chose-là aussi que les clubs tchèques, globalement, ont toujours été supérieurs en Tchécoslovaquie. Que ce soit dans le développement, dans la formation des joueurs, etc. Donc, c'est vrai que quand il y a eu l'indépendance, c'est surtout la séparation, c'est surtout la Slovaquie qui en a pâti. Que ce soit Mm. économiquement, sportivement, etc. La République tchèque, globalement, était plus favorable à l'indépendance, elle y gagnait plus, Mm. économiquement, etc. Et donc, sportivement, bien sûr, vu que tu avais les clubs qui étaient déjà bien établis, avec la formation, etc., ça a permis quand même de prendre un peu le relais sur ce que la Tchécoslovaquie faisait avant dans les compétitions internationales. Oui, bien sûr, et en plus, c'est aidé par une génération un peu dorée qui est arrivée, pas forcément en même temps, mais les Nedved, les Tchèches, les Smithers, les Rosicky, les Kohler, Oui, qui ont... c'est tous des joueurs ouais, qui ont été formés dans les années 90, ouais, et qui derrière ont explosé au haut niveau dans les années 2000, ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a eu tout ce petit enchaînement qui a fait que ça a permis de rester quand même assez regardé sur la scène internationale. Ouais. Bien sûr, même s'ils étaient, je crois qu'ils ne ratent aucun euro depuis leur indépendance, si je dis pas de bêtises. Mais la Coupe du Monde, par exemple, c'est un peu plus contrasté avec une seule Ouais, participation avant, c'était en 2006. ouais, 2006, ouais. Donc 20 ans après, donc l'histoire est belle en soi. Mais là, et là, même la qualification est plutôt considérée comme miraculeuse. On va se mentir, parce que la génération actuelle, même si elle est pas si mauvaise, est quand même
en termes de niveau à des années-lumière de ce qui se faisait quand même en 2006. C'est vrai que les noms parlent moins maintenant que comme ils parlaient à l'époque, au plus grand nombre. Donc c'est vrai que c'était plus facile de se souvenir de Pavel Nedved, etc., qu'actuellement Tomáš Souček, avec tout le respect évidemment. Mais Bien sûr, bien sûr. J'ai donc envie de c'est faire. vrai que c'était un peu un manquement, ouais, pour les gens aussi ici, hein. Mhm. Ouais, c'est un peu le retour, un peu. C'est un retour qui fait du bien, entre guillemets, à la population. Oui, c'était attendu, surtout vu les dernières performances de la sélection sur les 3, 4 dernières années. C'est un peu une délivrance aussi pour les gens. Ouais, bien sûr. J'ai envie de faire un petit point avec toi qui s'appelle quoi de neuf depuis 4 ans, entre guillemets, depuis les dernières, la Coupe du Monde 2022 où la République tchèque ne s'est pas qualifiée. Ouais. Et si j'ai pas de bêtises, elle perd en barrage ou ils n'y vont pas en barrage? Euh, alors, c'est une bonne question. C'est vrai que j'étais pas là non plus, mais c'était pas à cette époque-là, c'était pas non plus une bonne génération, etc. Donc il y avait pas, disons que c'est pas un scandale que ça loupe la Coupe du Monde à ce moment-là. Bien sûr. Et- C'était, même si l'Euro 2021 était plutôt bon. oui, avec un quart de finale notamment. Ouais. Et plutôt avec des jolis buts, etc. Et ça perd contre le Danemark, C'est ça, qui va après derrière avoir en sorti famille. les Pays-Bas au tour d'avant. Donc c'est pas un scandale. Pour le coup, c'est même mais disons que ça sortait un peu du lot comparé au niveau des joueurs, etc. Parce que la génération non plus est pas phénoménale à ce moment-là. Mais oui, ça sort un peu des périodes où la République tchèque, sans manquer de respect bien sûr, pouvait des fois faire un peu figure, notamment à l'Euro, de figurante. Ils Oui, sont bah, là, mais fait relativement peu parler d'elle. ouais, c'est un peu dur, mais c'est un peu vrai aussi. C'est malheureux. Ne serait-ce que le dernier Euro, hein. Mhm. C'est, même si le niveau affiché n'a pas été si mauvais que ça, alors le groupe était pas facile, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'à part les gens qui suivent le pays, personne ne se souvient qu'il y a eu la participation à le dernier Euro. Il n'y a pas eu de Mhm. Avec une performance élimination. marquante. Ouais. Ouais, élimination en poule. Donc, surtout dans une compétition où les meilleurs troisièmes passent, sortir en poule, c'est vraiment à la limite un peu de la honte quand même. Oui, mais après cet Euro, donc il y a une phase de Nations League, mais surtout des phases de qualification. La République tchèque était dans un groupe, j'allais dire, qui pouvait paraître relativement abordable, où la deuxième place était à la fois un plancher et un plafond. Oui, mais en fait, je pense que la Croatie était sans doute prenable sur la phase de qualif. Et on l'a vu avec le match retour à Prague où il y a 0-0, etc., où c'est capable de bien défendre. Mais en fait, on a vu que c'était une équipe qui était surtout instable, qui était capable de craquer à tout moment, comme en Croatie où t'en prends 5. Et ok, il y a peut-être une différence de niveau, je suis d'accord sur ça, mais ça ne reste pas normal d'aller en concéder 5 en Croatie quand tu es une nation qui prétend être qualifiée à la Coupe du Monde. Hmm. Donc, je pense que oui, la deuxième place n'est pas un scandale, mais je pense que il y avait la place pour pouvoir challenger la Croatie un peu plus et pouvoir éviter tout ce stress des barrages et espérer peut-être se qualifier plus facilement, surtout que la Croatie était un peu sur la pente descendante aussi. Oui, Je veux oui. dire, Et, et ce qui fait aussi mal aussi pour la République tchèque, il y a deux défaites, le 5-0 contre la Croatie, mais aussi une défaite qui peut paraître presque un peu gênante contre les Féroé. ça, on évite d'en parler globalement. Mais oui, et en fait, ça rentre dans un contexte très compliqué aussi en interne, avec le coach, les différents joueurs, etc. Et en fait, c'est une équipe qui, je pense, manquait de leader. Et surtout qu'en plus, après la défaite aux îles Féroé intervient après le 0-0 contre la Croatie à Prague. Donc, c'est ça, en fait, on parle d'irrégularité et surtout d'une équipe qui, des fois, a du mal à trouver du mental. Et donc, je pense qu'aussi, si ça gagne aux îles Féroé, la Croatie peut peut-être paniquer, je sais pas, mais au moins, quand mettre une petite pression, quoi. Hmm. Mais dans cette Oui, défaite-là, ne serait-ce que par la performance, etc., c'est une honte. Et je pense que avoir perdu contre les îles Féroé et quand même réussir à se qualifier à la Coupe du Monde, ça tient vraiment du miracle. c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire dit comme ça. Ouais, bah après, les îles Féroé font quand même une bonne phase de qualif, hein, pour la Coupe du Monde, je trouve. Ouais, quatre victoires Ouais. dans 8 matchs, ce qui est pour les îles Féroé relativement honnête.
le fait qu'ils aient presque espéré pouvoir se qualifier pour les barrages lors de la dernière journée, ça montre aussi quand même que il y a eu des erreurs dans le parcours, ouais, du côté de la République. Heureusement que c'est contre Gibraltar le dernier match, mais ne serait-ce que d'avoir donné de l'espoir à des nations comme les îles Féroé, qui même si elles produisent du bon foot, etc., par rapport aux effectifs qu'elles ont, il est normalement censé avoir un sacré gap entre les nations, et on l'a pas vu dans ces phases de qualif. Hmm. Mais au moins, la deuxième place a été plus ou moins assurée. Vous vous retrouvez donc en barrage. Pour demi-finale, vous affrontez donc l'Irlande. Et ça débute plutôt mal, vu que la République tchèque à Prague est menée 2-0 avant d'avoir un beau comeback. Ouais, alors le niveau de jeu sur sur la confrontation avec l'Irlande, le niveau a été catastrophique. C'est En fait, le problème, c'est que on est sur une équipe qui est faite pour bien défendre. Mais le problème, c'est que quand t'encaisses aussi vite, sur, eh ben, en fin de compte, tu es obligé derrière d'attaquer et d'essayer de proposer du jeu, ce que l'équipe est incapable de faire. Et c'est ce qui a fait, en fait, que le match contre l'Irlande s'est retrouvé à aller si loin, en fait, en prolongation parce que l'équipe n'a jamais réussi, en fait, à mettre une vraie pression sur l'Irlande. Et on le voit, hein, dans tous les cas, les deux buts de l'Irlande sont sur coup de pied arrêté, si je me trompe pas. Oui, un penalty et un CC de Voilà, corner. c'est ça. Et derrière, pareil, les deux buts derrière sont aussi sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun but dans le jeu. Heureusement, je pense qu'il y a ce penalty obtenu aussi il est obtenu sur un coup de pied arrêté aussi, le penalty, hein, derrière. Donc, Ok. il y a vraiment rien qui a été proposé dans le jeu. Heureusement qu'il arrive 5 minutes après, je pense, le deuxième but irlandais ça permet de réduire le score assez vite, donc de garder un semblant d'espoir. Mais derrière, heureusement que les Irlandais, je pense, ils avaient un manque d'expérience et ils faisaient des fautes assez bêtes, surtout face à un arbitre qui sifflait très facilement. Et c'est ce qui fait qu'il concède l'égalisation. Mais je pense que sans ces coups de pied arrêtés généreux, je pense que ça allait jamais en prolongation. Mhm. Et après, le dénouement, c'est un peu plus heureux avec donc des prolongations et une victoire au tir au but contre l'Irlande, ce Ouais. qui donne une finale à domicile contre le Danemark où autant République tchèque-Irlande, on pourrait dire que c'est assez équilibré, voire que la République tchèque est un peu favorite. Là, contre le Danemark, la Tchéquie ou République tchèque, tu me corriges s'il y a un des deux qu'il faut pas dire. Et pas le Danemark est clairement favori dans la Ouais. dans Non, on cette est confrontation. d'accord. C'est vrai que contre l'Irlande, par contre, une fois arrivé à la séance de tir au but, on était certain de gagner. Parce que on sait que Mathieu Kovac sur penalty, c'est très fort. Donc on avait confiance en le garçon, etc. Donc voilà. Mais c'est sûr que déjà que même en étant au top de notre forme, je pense que le Danemark, c'était déjà très compliqué. Mais après avoir vu le match contre l'Irlande, ça paraissait quand même quasiment inatteignable. Surtout j'avais discuté avec quelques Irlandais, etc. après le match au stade. Ça les faisait un peu rire parce que c'est bien, vous nous avez battus, mais vous allez vous faire détruire dans 3 jours. Et et eux aussi de leur côté, savaient ils pensaient aussi se faire détruire contre le Danemark. Donc voilà, mais c'est vrai que contre le Danemark, mais là par contre, le schéma de jeu que Quebec voulait proposer contre l'Irlande, il a réussi à l'appliquer contre le Danemark. Mm. C'est-à-dire bien défendre compact, laisser la balle à l'adversaire et exploiter au mieux les coups de pied arrêtés. Mm. Bah, tu parlais d'inconstance de la République tchèque, j'ai l'impression que ça s'est énormément ressenti lors de ces barrages, où le niveau de jeu était comme un peu catastrophique pour reprendre tes termes contre l'Irlande, mais bien mieux contre le Danemark. Oui, c'est ça en fait, un peu l'impression que ça s'adapte aussi à l'adversaire. Peut-être aussi, parce qu'il y a quand même une bonne ferveur populaire qui s'est construite après le match contre l'Irlande. Je pense que c'est les deux matchs que j'ai fait au stade où il y avait c'est de très loin où il y avait la meilleure ambiance, même ne serait-ce que dès le début du match. Et je pense que ouais, il y a eu cette ferveur-là. Et il y a aussi, je pense qu'ils se sont rendus compte que contre l'Irlande, ça s'était joué à rien et que contre le Danemark, il fallait proposer quelque chose quand même d'un niveau supérieur. Et un peu l'impression que tous les joueurs se sont reconcentrés, se sont mis dans un mood différent, un peu bien plus conquérant en fait que contre l'Irlande. Et ça s'est ressenti en fait dès le coup d'envoi. Et c'est, je pense, ce qui a fait la différence. Mm. Bah oui, parce qu'il y a eu un but très tôt dans le match.
Ouais, lors de ce final de Pavel Souch, le Lyonnais, qu'on connaît un peu dans nos contrées ouais. en France, qui est un peu la surprise de la saison du côté lyonnais, mais que toi, tu as peut-être pu voir un peu plus du côté de Pilsen. Puis Ouais, après, bah, ça fit pardon. égalisation danoise, puis prolongation. Puis après, reprolongation, re-2-2, après prolongation. Je pense que ouais, le match c'est très compliqué au niveau du rythme cardiaque. Le premier but déjà, il est somptueux. Je pense qu'au bout de 3 minutes, sortir un but pareil dans un match aussi décisif pour ta nation, c'est très très fort et ça montre le niveau de confiance aussi que Schulz a avec Lyon en ce moment et qu'il a depuis 3 ans avec Plzeň aussi. Donc déjà, et je pense que ça nous met sur des très bons rails. Et derrière, ça défend bien, etc. L'égalisation danoise, elle est logique derrière, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as la balle 20% du temps sur la seconde période, ça te pend au nez d'en prendre de te faire égaliser. Mais ça tient, ça va en prolongation, etc. Je pense que le miracle en prolongation, c'est d'ouvrir le score en prolongation, d'arriver à doubler la mise avant eux. Parce que c'était en prolongation, c'était très dur. Tant que physiquement, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en galère. Ah, il y avait déjà la prolongation de 3 jours avant. Ouais, c'est ça aussi, hein. Il y en a certains qui avaient eu déjà du mal à encaisser la prolongation contre l'Irlande. Donc là, déjà, contre Danemark, c'était assez dur. Et donc, il y a pas mal de joueurs. Schultz, derrière, se blesse contre Angers au bout de 50 minutes de jeu parce que les deux prolongations, ça l'avait tué déjà avec nous. Donc, il y en a beaucoup derrière qui, en club, n'ont pas pu jouer les matchs d'après, hein. Tellement ils se sont donnés là sur les deux matchs. Donc, le Danemark domine un peu moins sur les prolongations, mais reste quand même un peu plus, a beaucoup plus le ballon, mais une pression constante. Mais encore une fois, c'est la seule chose. On avait l'impression qu'elle avait été travaillée, c'est la défense des coups de pied arrêtés. Et c'est un coup de pied arrêté, encore une fois, qui libère, avec un but de Krejci, qui avait déjà marqué contre l'Irlande aussi. Donc, et une fois que ça avait doublé la mise, les gens étaient plutôt sereins, ne serait-ce que d'avoir une séance de penalty. Les gens savaient que ça allait pas gagner, mais la séance de penalty, ils étaient plutôt sereins. Et une fois qu'il y a eu les penalties, globalement, on se voyait pas perdre. Ok. Donc, explosion de joie à Prague, 20, et qualification 20 ans plus tard. Ouais, mais en fin de compte, les gens étaient assez déçus pour une chose, c'est qu'il n'y a pas eu tant d'explosions de joie en dehors du stade, en fait. Ok. Alors au stade, c'était fou. Ça, c'est, voilà. Mais comme l'impression ou comme la preuve que la République tchèque n'est toujours pas le pays de foot qu'elle veut être. Hmm. En fait, la qualification a été vue un peu comme comme tu disais, un peu comme pas miracle, mais quelque chose qui En aurait fait, pu se jouer à pas grand-chose. en fait, je pense que les gens ne s'y attendaient tellement pas pour la plupart, parce que ça semblait, je pense, tellement loin il y a 6 mois c'est possible que des gens ne se soient même pas intéressés, ne serait-ce qu'au barrage, etc., car ça leur semblait peut-être déjà perdu aussi. Ouais, en fait, ça semble tellement miraculeux que c'est dur d'aller célébrer, en fait, parce que un peu l'impression que t'as rien à faire là. Oui, bah après tu peux avoir, je pense aussi un espèce de blocage émotionnel inversé. C'est possible aussi. Genre faut prendre le temps de réaliser. C'est genre, c'est pas un rêve, je sais pas. Ouais, non, c'est possible aussi, hein. C'est vrai que j'ai certains amis, etc., donc qui sont tchèques, et qui avaient du mal, ouais, 2, 3 jours après. Non, mais je crois qu'on est vraiment qualifié, hein. Je vois un peu ce truc. On avait parlé brièvement de Pavel Souch, et on peut parler également de l'effectif un peu au global. J'ai l'impression Ouais, qu'il y a quand même une bonne moitié qui viennent du championnat local, avec peut-être des locomotives que sont le Slavia, qu'on a vu en Ligue des Champions cette année, ouais. et le Viktoria Pilsen, mais aussi des joueurs qui, peut-être moins qu'à une certaine époque, mais s'exportent. Je pense notamment aux deux joueurs d'Offenheim, Koufal et Arnach, Sulch qu'on a vu à Lyon, Karabec aussi qu'on voit du côté du Rhône, Souchek, Patrick Schick. Il y a quand même une bonne partie de joueurs qui s'exportent, mais tu as quand même une base avec beaucoup Ouais. de joueurs locaux. C'est vrai que globalement, dans les sélections européennes, surtout qui disputent les compétitions comme l'Euro, etc., hors sélections qui font partie des 5 grands championnats, où là, c'est facile d'avoir des joueurs qui jouent dans ton championnat local, etc., parce que c'est un championnat de haut niveau. Il y a plus, je crois, nous, une des seules sélections où il y a plus de 50% des joueurs qui jouent au pays, ouais.
Mm. Alors que le championnat, globalement, international n'est pas réputé. Alors c'est vrai que la plupart jouent au Slavia, Plzeň, le Sparta quasiment plus, mais parce que les politiques de recrutement est différente ces dernières saisons, donc il y a très peu de joueurs tchèques qui jouent à haut niveau là-bas. Mm. Mais tu as même en plus maintenant quelques joueurs qui viennent d'autres clubs du pays, comme qui viennent du Sigma. On a vu Vladimir Darida aussi qui joue maintenant à Khadet, qui était revenu en sélection pour ses barrages. Mm. Donc non, je trouve que ça donne aussi une bonne image du championnat à la sélection parce qu'on a beaucoup de joueurs, ouais, qui vu qu'ils performent en sélection, ça montre aussi que le championnat, faut un peu le prendre au sérieux également. Oui, oui, bah, on voit même assez régulièrement. Ça fait 2 ans de suite qu'il y a un club de Prague en Ligue des Champions. Viktoria Pilsen avait tenu tête à la Lazio, je me rappelle, en Europa League l'an passé. Les clubs tchèques sont quand même présents sur la scène européenne. Ouais. Alors c'est vrai que le Slavia ces derniers temps, globalement en Europe, est la pire équipe tchèque en Europe dans ce qu'elle peut proposer, etc. Et dans les résultats surtout parce que ils sont sur 15 matchs consécutifs sans victoire en Europe, Mm. qui en fait la pire équipe tchèque. Si on enlève les points UEFA qu'ils ont gagnés grâce à la qualif en phase de poule en Ligue des Champions, aucune équipe fait pire en République tchèque. Même le Baník Ostrava qui a jamais passé les qualifs sur les 2 dernières saisons de Coupe d'Europe. Donc, oui, ça se qualifie en Ligue des Champions, mais on voit que ça a quand même du mal à proposer du niveau, même face à des équipes de niveau similaire, hein. Parce qu'on a vu que des matchs face, ne serait-ce qu'à l'Athletic Bilbao, à Pafos aussi, c'est des performances. Même contre ces équipes-là, ça n'a pas réussi à gagner. Donc oui, ça se qualifie en Europe, mais je pense qu'il faut plus regarder, ouais, comme tu as dit, les clubs comme Plzeň en Europa League, qui souvent fait des beaux parcours. C'est vrai que cette année, le parcours était peut-être, alors, certains disent qu'il est correct. Moi, je trouve un peu décevant parce que le Panathinaikos, c'était pas non plus infranchissable. Mm. Même la Lazio l'année dernière, le scénario de match fait que il y avait mieux à faire. La Lazio prend quand même 2 rouges sur le, sur le retour à Plzeň, donc sur l'aller à Plzeň. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que à l'image de ce que font aussi les Polonais, les clubs polonais, c'est de mieux en mieux en Europe dans ce que ça propose. Et la Conference League aide aussi beaucoup dans ce sens-là. Mhm. En fait, j'ai l'impression que la Conference League, je dirais pas qu'elle a été créée pour ce type de club, mais en quelque sorte, ça permet à des clubs qui sont champions, vice-champions, jouent le podium dans les championnats de deuxième, ouais, deuxième, troisième zone, de pouvoir faire des parcours européens au lieu de s'arrêter à des qualifications, à des tours de barrage où ils affrontent des équipes qui, entre guillemets, auraient dû être en Ligue des Champions, mais qui, par un concours de circonstances, se retrouvent plus à jouer l'Europa. Oui, non, clairement, bah, on le voit cette année globalement. À part le Slavia, tous les autres clubs qui étaient en phase de poule de Coupe d'Europe vont en huitième de finale. Hmm. Donc ça montre quand même que la Conference League aide beaucoup à ça, parce que il y a le Sigma Olomouc et le Sparta qui vont en huitième de finale de Conference League. Donc même des clubs comme honnêtement en dehors du championnat, parce que pour le coup, même si actuellement c'est une des équipes qui a le plus gros budget, mais globalement en Europe c'est une équipe que personne connaît, ça va quand même en huitième de Conference League, ça permet de ramener des points à l'indice UEFA, ça permet aussi de montrer qu'il y a d'autres équipes dans le championnat que les 3 gros qui sont connus par tout le monde. Hmm. Donc ouais, je pense que la Conference League, ça permet aussi déjà de mettre en avant ce genre de club, de permettre à des clubs comme le Sparta de pouvoir normalement rêver d'aller loin, même si cette année, le double confrontation contre la Z a été catastrophique. Mais ça permet aussi de mettre en avant d'autres joueurs qui sont dans d'autres équipes, qui peuvent se montrer sur la scène européenne, et donc derrière aller plus rapidement, s'ils le souhaitent, dans des clubs étrangers. Oui, oui, bah, il y a quand même quelques joueurs que nous on connaît principalement parce qu'ils évoluent à l'étranger. Nous en France, on a donc Souch, on a Karabec, et aussi on a aussi du Patrick Schick, du Soucek qui sont quand même présents dans le Big Five depuis comme ce qu'on appelle vulgairement le Big Five depuis quelques années. Ouais, non, clairement. C'est vrai que, bah alors c'est vrai que les deux qui arrivent à Lyon cet été, c'est un peu une surprise. Parce que c'est rare de voir des joueurs tchèques aller en Ligue 1. J'ai souvenir de Milan Barros Ouais, c'est pour dire à quel point c'est rare. et de Smisser à Bordeaux, mais c'est dans mes souvenirs, il était vraiment sur la fin. Ouais, non, non, c'est pour ça, en fait, les derniers joueurs que la Ligue 1 a vu passer, le dernier joueur tchèque, c'était Jaroslav Plachil à Bordeaux, Oui, icône. et qui est maintenant la double nationalité française, etc., et qui coach toujours en France. Donc voilà. Mais voilà, c'était le dernier. Mais sinon, avant, oui, on va sur la génération de Baroche, etc. Donc, ça commençait à dater.
souvent les joueurs vont plus en Bundesliga. Donc comme on a vu à Hoffenheim, tu as 3 joueurs tchèques quand même. Tu as donc Hranac, Zoufal et Hlojek, bon, mais qui est blessé depuis le début de saison, donc ça on n'entend pas trop parler. Et c'est vrai qu'il y avait la doublette, Zoufal faisait avant la doublette avec Souček à West Ham. Donc c'est vrai que ça s'exporte plus souvent en Bundesliga, des fois en Première Ligue aussi, parce que vu que la République tchèque, ça reste un championnat assez physique, les clubs anglais aiment bien quand même les joueurs un peu comme ça. On a même vu Malik Diouf, qui joue au Slavia, qui a signé aussi à West Ham l'été dernier. Donc c'est pour ça, disons que la Ligue 1 aussi, je pense, a tendance à moins regarder ce genre de championnat. Hmm. Oui, et il y a une proximité germano-tchèque aussi peut-être due Oui, à la frontière oui, commune. surtout Plzeň, si tu regardes aussi, ça va aller chercher des fois à Plzeň, mais tu as des Allemands qui supportent Plzeň aussi, qui habitent à la frontière et qui viennent supporter le Victoria. Donc c'est aussi plus facile pour envoyer tes scouts, tes recruteurs, etc. Bien sûr. Est-ce que tu peux me parler des espèces de schémas préférentiels? Est-ce que le coach a un schéma préférentiel où il s'adapte plus? Tu disais que le jeu était principalement défensif, consiste plus à exploiter les coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est vraiment un truc qui est assumé depuis sa prise de fonction? Bah, sachant qu'il a pris la sélection en janvier, février, c'est compliqué, mais on connaît le coach parce que Koubek était l'ancien coach de Plzeň. C'est lui qui a fait exploser Pavel Schulz. Donc, on sait très bien de la façon dont il jouait avec Plzeň, surtout dans les compétitions en Coupe d'Europe qui se jouent sur un match sec ou sur des confrontations aller-retour. Donc, c'est toujours 3 défenseurs centraux. Toujours. Donc, alors, soit tu diras que certains diront que ça joue à 3, d'autres certains diront que ça joue à 5. On va plutôt dire que ça joue à 5, vu que ça préfère ne pas trop avoir le ballon. Donc ouais, c'est toujours 5 derrière, avec tes 3 centraux, tes deux, ouais, 2 latéraux, les pistons latéraux, dépend du terme que tu préfères utiliser. Après, ouais, 2 milieux toujours, avec ça dépend, mais oui, souvent Souček qui va être titulaire dedans. Après, ça dépend de qui est-ce qui va être aligné avec lui. Ça peut dépendre de l'adversaire, du profil que tu vas mettre à ses côtés, profil bien plus offensif, plus un 8 plutôt classique, ou mettre un deuxième 6 après, bon là, ça serait vraiment juste avoir une équipe qui fait que défendre, qui peut pas jouer en transition. Donc toujours 2 milieux, et après 3 attaquants, et donc là, ça va dépendre soit un 10 et 2 9, soit sinon 2 milieux offensifs et qui vont se balader chacun d'un côté pour encadrer un 9. Ok. Parmi tous ces joueurs qu'on a pu voir à droite à gauche, est-ce que tu as un peu un joueur que t'aimerais, entre guillemets, donner de la lumière par rapport à des joueurs que peut-être nous on connaît, peut-être un joueur que tu estimes un peu sous-coté, un peu sous les radars, ou peut-être un joueur pour dire un peu aux auditeurs, regardez-le, il peut être très intéressant. Alors, Un il y peu a un ton joueur à joueur, suivre. ouais, alors on va être plutôt réaliste, disons quelqu'un qui a eu quand même déjà quelques sélections, mais je dirais Michal Beran, qui joue au Sigma Olomouc, donc a joué des Coupes d'Europe, etc., qui joue à Jablonec la saison dernière, donc qui a été formé au Slavia. Donc c'est on va dire un 8, mais qui est petit, c'est bizarre, mais pour le championnat tchèque, il est pas du tout physique. Plus un profil très technique, très mobile, qui va récupérer les ballons très bas, qui en fait organise le jeu de derrière et qui permet souvent de donner de l'air à son équipe, qui a une très bonne vision de jeu, très bonne qualité de passe, qui est, je pense, très complet, jusqu'à qu'on arrive dans les 25 derniers mètres adverses, on va dire, où on peut pas dire s'il a une très bonne frappe, etc. Je dirais pas que c'est un grand dribbleur non plus, mais je pense que c'est un joueur qui a le potentiel, il y a même les qualités pour être titulaire à l'avenir en sélection, et pourquoi pas prétendre à passer un cap et aller signer à l'étranger. Mhm. En plus, on l'a vu cette année en Coupe d'Europe, ne serait-ce qu'avec le Sigma contre la Fiorentina, contre Mayence, etc. Même les médias italiens disaient que c'était plutôt un bon joueur. Mhm. Il Donc, a presque un profil peu orthodoxe, comment tu décris, tu parlais du championnat tchèque, de joueurs relativement physiques, même des joueurs qui s'exportent. J'ai l'impression que tu en parles comme si c'est un joueur, entre guillemets, hors du moule. c'est un peu pour ça aussi que les gens le remarquent, en fait, au championnat. C'est vrai que quand il a joué dans pas mal de clubs, avant il joue au Bohemians aussi à Prague, qui est une équipe qui est clairement pas réputée pour pratiquer du beau jeu. Et en fait, il sortait tellement du lot dans cette équipe-là, en fait,
par son aisance technique et sa qualité balle au pied, sa qualité de récupération, etc., que pour tous les observateurs du foot tchèque, c'est maintenant normal quand même qu'il soit appelé en sélection, même s'il n'est pas titulaire. Ok, ok. Est-ce que tu aurais un petit pronostic pour la République tchèque lors de cette Coupe du Monde? Honnêtement, le groupe, je trouve plutôt homogène, Mhm. avec Mexique, Corée du Sud et Afrique du Sud aussi. Je pense que ça va être compliqué parce que le Mexique joue à la maison. Donc, en plus, le match contre le Mexique, c'est à Mexico, c'est l'Estadio Azteca, etc. Ça va être très compliqué. Ambiance particulière, ouais. Honnêtement, pour moi, la deuxième place, ça doit être le minimum à viser. Il y a pas, pour moi, ça doit pas passer par le meilleur troisième. Ça doit être une qualification en passant par les deux premiers. Qualification directe. Je pense après, je pense, ça va dépendre en fait du tirage derrière, de sur qui tu tombes parce que tu peux finir deuxième et tomber sur un premier plutôt faible ou finir premier et tomber sur un deuxième qui a juste fait une mauvaise phase de poule et en fait qui est très fort. Moi, je pense que passer les poules, ce serait déjà bien. Parce que le dernier Euro, ne serait-ce que passer les poules, les gens seraient contents. Mais je pense que viser les huitièmes, ça serait pas non plus un scandale. Je pense que les Mhm. huitièmes, ça serait déjà bien. Mhm. Et la République tchèque passera un tour à contrario de 2006, où malgré ce qu'on disait la belle génération, même si elle arrivait un peu sur la fin, n'avait pas réussi à passer le premier tour. Ouais. Ouais, ils étaient un peu à bout de souffle après l'Euro 2004, qui était celui-là, par contre, pour le coup, phénoménal. Donc, mais oui, ça arrivait en fait un peu à bout de souffle. Donc, je pense que juste déjà passer les poules pour beaucoup, bah, ça serait juste phénoménal. Et donc, ça serait la première fois que le pays indépendant passerait les poules aussi. Donc, ce serait plutôt sympa. Mais je pense surtout vu que la Coupe du Monde a été étendue à beaucoup plus d'équipes, que viser les huitièmes, c'est pas non plus, je trouve, un scandale. Donc, non, je pense qu'il y a moyen d'y croire. Mhm. En fait, tu dis le plancher, ce serait de passer un premier tour, et après le plafond, t'es plus, ouais, tu préfères rester sur des gardes et entre guillemets tributaire de Oui, je pense nations, que c'est comme tu réaliste. disais. Je dis une bêtise, mais une Espagne qui finit deuxième ou une très grosse nation qui C'est ça, finit en fait. au troisième, qui foire son premier tour et qui se retrouve à t'affronter. C'est ça, en fait. Surtout qu'avec les meilleurs troisièmes, etc., il y a des deuxièmes qui vont jouer des troisièmes, mais des deuxièmes qui vont jouer des premiers aussi. Donc, toujours un peu compliqué, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça, une fois que ça passe les poules, je pense qu'il va falloir voir le tirage. Parce que c'est sûr que prendre le premier ou le deuxième de notre groupe, c'est plus simple que prendre le premier ou le deuxième, par exemple, du groupe de la France, Oui. avec le Oui. Sénégal, la Norvège, etc. Qui est déjà assez relevé. Je te Oui, voilà. remercie, je te remercie Cyprien pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin, si tu as envie de tu es carte blanche pour la conclusion. Ah non, bah c'est déjà, merci pour l'invitation, très gentil de ta part. Et je pense que non, j'invite tout le monde à s'intéresser au championnat tchèque, à la sélection et aussi au supporterisme tchèque, parce que je pense qu'il y a des belles choses à voir, ne serait-ce que sur le terrain ou en tribune, et que c'est un championnat qui progresse énormément. Et donc, comme j'invite les gens à suivre tous les championnats dans ces régions-là de l'Europe aussi, hein, que ce soit les amis polonais, slovaques, autrichiens, et donc venir découvrir un peu ce qui se passe chez nous, même venir sur place, parce que je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs pays d'Europe. Prague, très belle ville. Je suis d'accord. Tellement d'accord. Si la qualification de la République tchèque à cette Coupe du monde a pu être vue comme une surprise, les coéquipiers de Patrick Schick voudront donner une meilleure impression mondiale que lors des derniers Euros à laquelle ils avaient participé. Ciao!